Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vous propose une nouvelle fois de faire un tour d'horizon, de découvrir un jeu de rôle avec moi. Et cette fois-ci, je reviens pour Ultime Vengeance 3D, un jeu de rôle français de Ludovic Xirop Schur, un jeu de rôle qui a quelques années. Qui existe depuis pas mal d'années, qui a eu le droit à un financement participatif il y a peut-être quelque chose comme 2 ou 3 ans, peut-être 2 ans, qui a été livré en 2024. C'est un jeu de rôle le livre de base, enfin le livre qui est complet, fait 218 pages, couverture rigide, disponible aussi en PDF. C'est un livre qui a pour objectif d'émuler les films d'action, films hollywoodiens, les films où ça explose de partout et où les héros font des actions les plus insensées. Plus on avance dans le film, plus les actions sont insensées et au final les héros gagnent à chaque fois. Donc c'est un jeu de rôle qui prend un parti pris assez fort et il y a pas mal d'éléments intéressants et je vais vous proposer de découvrir ce livre avec moi partiellement, vu que je ne vais pas rentrer dans tous les détails et que je vais notamment pas parler des scénarios en détail. Mais voilà, je me suis replongé dans ce livre récemment parce que j'ai fait une seule partie à un octogone en 2000, quelque chose comme 2021, je crois. Et là, je vais faire jouer une partie de Ultime Vengeance 3D prochainement. Et donc, je me suis replongé dans le livre et dans un des scénarios. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous le présenter et de vous en parler. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de ce livre ensemble. Un livre, comme je le rappelle, hein, qui est un livre de jeu de rôle qui se suffit à lui-même et qui a pour objectif vraiment de faire une partie de jeu de rôle comme si on était dans un film hollywoodien. C'est un parti pris assez fort. Les personnages joueurs jouent non pas les personnages du film, mais vraiment indirectement les acteurs qui incarnent les personnages. Donc il y a un peu une mise en abîme intéressante. Tout d'abord, une table des matières qui tient sur 3 pages, qui est très détaillée. Parfois, on a plusieurs entrées dans la table des matières sur la même page. Ça aurait peut-être valu le coup de le faire tenir sur 2 pages, mais le gros avantage, c'est qu'on s'y retrouve facilement, c'est quasiment un index et on peut facilement retrouver où on veut aller et quelle info on cherche. Donc c'est plutôt une bonne table des matières. Et ce qu'on peut voir dans cette table des matières, déjà, c'est que les règles ne prennent pas beaucoup de place. On a une vingtaine de pages qui se concentrent sur les stéréotypes et les adjectifs épithètes qui sont en fait comment vous créez votre personnage. Et en fait, ensuite de la page 33 à la page, on va dire 45, c'est vraiment les règles en elles-mêmes. Et ensuite, on va avoir des conseils supplémentaires, des infos supplémentaires et des conseils et des astuces, page 46 à page 55 ou même page 60, on va dire. Après, on va avoir plein d'infos pour créer nos propres scénarios de films de la page 69 à la page 95. Et ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 scénarios différents. On a en scénario prêt à jouer, on a Revanche sanglante 4, La fureur des triades, Eigen Squad, Menace absolue régénération, US Drug Commando Opération Colombie, Tranche-Neige et les 7 samouraïs, Heroes 1861, Speed Me Toward Death et Piège de Mistral. Donc vraiment voilà, donc vous le voyez au nom déjà que ça fait très film d'action. On va rentrer un petit peu dans le livre, mais comme je l'ai dit avant, je ne présenterai pas les scénarios, seulement le reste du livre. Donc il y a des avant-propos, je ne vais pas rentrer dans les avant-propos, mais globalement, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, pourquoi est-ce que quand on essaye de faire des actions difficiles, c'est toujours... pourquoi est-ce que c'est toujours plus difficile de faire des actions difficiles en jeu de rôle? Pourquoi est-ce qu'on ferait tout le temps ça? On a des jeux de rôle cinématiques, on a des jeux de rôle héroïques, mais c'est simplement des points supplémentaires, des bonus, des choses comme ça qui font qu'on a l'impression de jouer héroïque. Mais pourquoi est-ce qu'on se limite à ça? Pourquoi est-ce qu'on considère toujours que plus c'est difficile, plus ça devrait coûter de le réaliser? L'idée ici, c'est vraiment les on est là pour passer un bon moment. On ne se concentre pas sur une intrigue, on ne se concentre pas sur une enquête, et les personnages gagneront à la fin. Donc l'idée, c'est vraiment plus de réaliser un film d'action, on va dire. Un personnage dans Ultime Vengeance 3D va avoir principalement deux statistiques qui sont le cran et le script. Donc le cran, c'est si vous aviez une fiche de personnage en jeu de rôle, avec plein de statistiques différentes, de compétences, etc., et ben, le cran, ça résume la fiche de personnage. C'est-à-dire que au lieu d'avoir de la force, de la dextérité, de l'intelligence, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, là, en fait, tout ce qui est incarné, on va dire, toutes les statistiques du personnage que j'incarne, du rôle que je joue, ça va être le cran. Et le script, c'est moi en tant que
en tant qu'acteur, je vais avoir moyen d'utiliser des coups de pouce ou de modifier justement le script, le scénario, pour m'avantager. Donc c'est les deux principales valeurs qu'on va utiliser, le cran et le script. Le cran, on va l'utiliser à chaque fois qu'on va vouloir réaliser une action, et à chaque fois que notre personnage va subir un revers, une défaite ou autre, notre cran va augmenter. Donc plus on va avancer dans le film, plus on va avoir de cran, et plus on va réussir à faire des actions de plus en plus épiques, et ça va avoir un effet boule de neige. Tandis que le script, à chaque fois qu'on va l'utiliser, il va baisser, et il ne se régénérera jamais durant toute la durée du film. Et donc plus on est au début du film, plus on va facilement intégrer des éléments narratifs que le maître de jeu, qu'on appelle réalisateur, n'aura pas prévu, et plus on sera à la fin du film, moins il nous restera de script, et moins on pourra influencer le scénario en lui-même, mais on aura beaucoup de cran pour réagir aux actions et aux choses qui vont arriver à notre acteur, à notre personnage, à notre premier rôle, on va dire. On a un répertoire. Le répertoire, c'est des coups de pouce que l'acteur va pouvoir utiliser en partie. Donc c'est une liste d'effets spéciaux, de compétences, on va dire, que on va pouvoir avoir. Je ne vais pas rentrer dans tout, mais je vais en prendre une au pif. On va dire réalisation. Donc si un personnage a le coup de pouce réalisation, qu'il va avoir à un certain niveau et qu'il va pouvoir utiliser une ou plusieurs fois dans la partie, eh bien, il va pouvoir avoir un effet particulier. La réalisation permet de mettre en valeur les actions les plus héroïques en les soulignant via des effets de caméra, des zooms, des ralentis, etc. Dépenser une utilisation de réalisation pour permettre à l'acteur soit de faire filmer une attaque, une explosion ou une situation au ralenti, annulant ainsi tous les dégâts liés à cette attaque et à cette explosion ou à cette situation, c'est au ralenti, c'est facile à éviter, soit de faire filmer en gros plan son visage grimaçant afin de souligner l'importance et les enjeux dramatiques de l'action qu'il est en train d'entreprendre, en augmentant le score de en augmentant de 1 le score de cran ou de script pour cette action. Donc c'est voilà, c'est des petits effets comme ça qu'on va pouvoir cramer pendant la partie et qui ont des effets spéciaux. De la même façon que ces coups de pouce, on a des défauts. On va pouvoir prendre des défauts. Plus on va utiliser de défauts, plus on va gagner l'équivalent de l'expérience, qui sont les points de popularité à la fin, si jamais on joue un personnage qu'on joue sur plusieurs parties. Et je vais prendre un défaut au hasard. Par exemple, faux raccord, petite erreur de montage, le réalisateur décide qu'un acteur mort au cours d'une scène est en fait encore en vie, ou qu'un élément de décor ou un accessoire détruit au cours de cette scène soit en réalité encore intact. Ceci dure aussi longtemps que le souhaite le réalisateur, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau tué ou détruit, ou bien que la scène se termine. Cette survivance de l'acteur ou du décor ne peut pas s'étendre au-delà de la scène au cours de laquelle ils ont été tués ou détruits. Donc ça, c'est un défaut, parce que ça peut être, quand on dit un acteur mort, ça peut être un ennemi. Ensuite, on a les stéréotypes sur une vingtaine de pages. Quand on va créer notre personnage, on va combiner un stéréotype et un adjectif épithète, et tout ça, ça va nous donner une certaine valeur de cran, une certaine valeur de script, des capacités spéciales, des coups de pouce et potentiellement des défauts. Donc il y en a plein: assassin, bricoleur, combattant, catcheur, flic, hors-la-loi, mentor, monsieur tout le monde, pilote, etc. etc. Donc par exemple, on va avoir, je sais pas moi, le mentor. Le mentor permet au réalisateur et au scénariste de faire entrer le spectateur dans l'intrigue, en même temps qu'il explique la situation au premier rôle qu'il guide, blablabla. Cran plus 2, script plus 4, cabotinage 2, mixage 1, scénariste 1, faux raccord 1, donc c'est des petits bonus. Et en plus de ça, on a souviens-toi de ce que je t'ai appris, donc il y a potentiellement des effets spéciaux liés au mentor. Et donc, en plus de ça, on va le lier à un adjectif épithète, et la combinaison des deux va créer mon personnage. Donc l'adjectif épithète, on a par exemple acrobate, baratineur, désabusé, dompteur, gaffeur, handicapé, implacable, imprévisible, masqué, musculeux, mutant, prépubère, pyromane. Il y en a plein, il y en a plein. Donc ça fait énormément de combinaisons, puisqu'on peut par exemple jouer un assassin baratineur, ou on peut jouer, je sais pas moi, un bricoleur suave. Voilà, on a plein de combinaisons différentes qui font que on se retrouve avec pas mal d'options qui vont traduire un petit peu comment notre personnage va être incarné, va jouer, et quelles sont les compétences spéciales qu'il aura et qu'il pourra exploiter durant la partie. Voilà, ça c'est pour la création de personnages. Après, on nous explique comment est-ce qu'on met en scène une partie, et globalement c'est assez simple, hein. On va avoir 3 niveaux de temps. La plus grande niveau de temps, ça va être une scène, donc ça va être quelque chose d'assez narratif. C'est ce qu'on appellerait une scène globalement en jeu de rôle, c'est-à-dire un élément où il y a des décors, des personnages, et il va se passer des choses, et à partir du moment où les décors changent, les personnages changent, on va changer de scène. Dans une scène, on va potentiellement avoir plusieurs séquences, donc une séquence, ça va être l'équivalent d'un tour de jeu, mais globalement la séquence va
être une suite d'actions qui vont avoir des conséquences ou vont faire évoluer la situation. Et dans une séquence, on va avoir plusieurs plans. Le plan, c'est l'action d'un personnage, on va dire. Donc, on va avoir nos points de cran et de script qui vont remonter à chaque séquence, c'est-à-dire qu'à chaque tour de jeu, en fait, on va regagner nos points de script et nos points de cran. Bien sûr, plus on avance dans l'histoire, plus notre cran augmente, et plus on utilise notre script, plus notre script baisse. Donc, quand on est dans une nouvelle séquence, notre script remonte, mais il a baissé, donc il remonte à son maximum actuel, pas à son maximum total, on va dire. Et à chaque nouveau tour, on va pouvoir cramer notre cran et notre script. Chaque point de cran et de script sont en fait des dés qu'on va pouvoir lancer. Dès qu'on change de scène, non seulement on change de séquence, donc on regagne nos points de cran et de script, mais aussi on efface toutes nos blessures. C'est-à-dire que en fait, les personnages ne peuvent pas mourir, mais petit à petit, lors d'une scène, nos personnages peuvent être blessés, peuvent subir des revers et être blessés. Et chaque point de blessure, ça va être un dé de cran qu'on ne peut pas utiliser pour tout le reste de la scène. Et on considère qu'un personnage est complètement soigné de ses blessures dès qu'on change de scène. Donc peut-être que votre acteur, votre personnage, le premier rôle que vous incarnez va continuer à être couvert de sang et blessé, mais dès qu'on change de scène, on considère qu'il a un nouveau souffle et qu'il est à la pleine niveau de ses capacités, on va dire. Voilà, j'espère que je suis clair là-dessus. Donc, on nous parle de mise en scène, d'intensité de scène, donc ça c'est assez intéressant. Selon l'intensité de la scène, on va avoir plus ou moins de malus à nos dés, selon si on affronte des figurants, des seconds couteaux ou des premiers rôles. On va pouvoir avoir des malus plus importants à nos jets de dés. Et ensuite, plus on décrit des actions spectaculaires, plus on va avoir des bonus à nos jets de dés. Donc si on fait un truc un peu bof qui motive pas trop, on peut même avoir un dé malus. Mais par exemple, quand on fait quelque chose de waouh, on va pouvoir avoir plus un dé à notre action. Quand on résout une action, dès qu'on va déclencher une action, on va dépenser des points on va cramer soit du cran, on va dépenser soit du cran, soit du script. Le script, c'est si on veut faire intervenir quelque chose de nouveau dans le scénario qui n'était pas prévu. Par exemple, tout à coup, je sais pas moi, les armes de mes ennemis s'enrayent ou explosent ou je sais pas quoi, ou d'un coup je suis allé dans un café et je me retrouve à boire un verre avec le grand méchant, enfin des choses qui sont pas prévues mais que j'ai envie de moi en tant que joueur de mettre dans la partie. Je vais faire des jets de script, tandis que dès que mon personnage veut réaliser quelque chose, par exemple je saute de l'hélicoptère en vol pour atterrir sur l'avion qui est à côté, pour mettre un pain de C4 dessus pour qu'il explose et puis je saute en parachute, et ben ça va être des points de cran. Donc on va déclarer une action en dépensant un certain nombre de points de cran ou de script, sachant que à chaque fois qu'on dépense du script, notre maximum de script descend de 1, tandis que le cran reviendra tout le temps et augmentera petit à petit de nos revers et de nos défaites. On va lancer un nombre de dés, donc plus on veut essayer de réussir, plus on va lancer de dés. Donc par exemple, je peux dire ok, moi je vais dépenser, j'ai vraiment envie de réussir ça, je vais dépenser 6 points de cran pour être sûr de réussir cette action, sachant que tant qu'on est dans la même séquence, on va consommer nos dés de cran et de script, mais on ne les regagnera que à la nouvelle séquence, donc au nouveau tour de jeu. Donc si je lance trop de dés trop vite, je vais me retrouver à ne plus avoir de cran et de script, et potentiellement mes antagonistes ils vont encore faire des actions. Donc, ça peut être un peu utile de faire une grosse action très rapide avec plein de dés, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas réagir potentiellement à la fin du tour. On lance un nombre de dés égal à ce qu'on déclare, on additionne ces dés, donc par exemple je lance 3 dés, je fais 4, 5 et 2, ça va faire un total de 11, et si je fais plus que l'opposition, soit une opposition passive, soit une opposition face à un autre acteur, eh bien je réussis mon action. L'opposition passive, ça va être que le MJ va lancer 2, 3, 4 ou 5 dés et les additionner. L'opposition active, ça va être un antagoniste qui va vraiment dépenser des dés de cran pour s'opposer à ça. Donc celui qui fait le plus haut, il remporte l'opposition, ou en tout cas si le personnage joueur remporte le jet, il réussit son action, on va dire. Potentiellement ce nombre de dés qu'il lance va être ajusté en fonction de la scène. Si c'est une scène d'exposition avec des figurants, une scène tendue avec un second couteau, ou une scène haletante avec un rôle principal, et selon l'action déclarée. Si l'action est bof, waouh, ou OMG WTF, oh my god what the fuck,
on va avoir potentiellement des malus ou des bonus. On lance les dés, on fait la somme, etc. etc. Quand on est en combat, c'est assez simple, on va infliger des blessures. En fait, les dés qu'on a lancés, on va regarder, et si on réussit notre action, si on inflige des dommages à des figurants, chaque dé qui indique 2 ou plus, donc c'est des D6, hein, pardon, je ne l'ai pas dit, mais on lance des D6, chaque dé qui fait 2 ou plus va faire une blessure, contre des seconds couteaux c'est 4 plus, tandis que contre les premiers rôles et les grands méchants c'est 6. Donc je peux faire une action à 5 dés, réussir mon action, mais ne faire que une ou faire 4 blessures selon ce que mes dés indiquent. En plus de ça, si je suis armé, je peux avoir des blessures en plus, et quand je subis des blessures, si j'ai des protections, ça peut réduire un peu les blessures. Quand on subit des blessures, que ce soit un antagoniste ou un personnage joueur, ça fait que notre cran maximum descend. Tant qu'on est dans la même scène, on va avoir moins, notre pool de dés va être plus bas et on va pouvoir réaliser moins d'actions ou des actions avec un nombre de dés moins important. Après, on parle de popularité, c'est l'équivalent des points d'XP. En gros, on va comptabiliser tous les dés qu'on lance dans la partie, tous les dés que le MJ lance contre nous dans la partie, et ça, on va le multiplier par 1 plus le nombre de défauts qu'on a utilisés, et ça va nous donner des points de popularité, et ces points de popularité, potentiellement, c'est en gros comme ça qu'on va faire évoluer notre personnage, notre acteur, qui peut jouer dans différents films, et qui va avoir des bonus supplémentaires, des coups de pouce, des points de cran, de script, ce qui fait que ça permet de commencer un film avec plus de bonus, quand on a plus de points de popularité. Donc vous imaginez qu'en fait un joueur va jouer, va incarner un acteur qui va jouer plusieurs films, et petit à petit sa popularité va grandir, et donc ses stats en tant qu'acteur seront plus importantes, il aura plus de points de script pour faire ce qu'il a envie de faire, il aura plus de points de cran, voilà, etc. etc. Et cet acteur il va évoluer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on peut jouer un archétype d'acteur, donc par exemple je reviens en arrière, mais on peut jouer un soldat suréquipé, et ben en fait notre acteur il est un peu enfermé dans ce rôle, c'est-à-dire qu'il va tout le temps jouer un soldat suréquipé, et ce soldat suréquipé il peut jouer dans plein de films différents, donc rien ne l'empêche de jouer dans un film d'espionnage en 2025, et puis ensuite de jouer un truc dans la Rome antique, donc on peut tout à fait jouer des scénarios qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais l'acteur qui est un archétype, va incarner des premiers rôles dans différents de ses films, et petit à petit augmenter sa popularité. Ce qui est un concept assez marrant, je trouve. Ça peut permettre de faire des parties un peu déjantées, un peu gonzo, où on se prend pas la tête, on sait que dans tous les cas, les gentils gagnent à la fin, et notre personnage, il évolue petit à petit, et il peut y avoir des rivalités entre acteurs, des trucs, enfin voilà, je trouve ça assez marrant comme parti pris. Et après, dès la page 46, on rentre dans les conseils, donc on a des commandements, la logique est optionnelle, les ennuis viennent crescendo, faites-en des tonnes, un film se fait en équipe, les décors sont des acteurs à part entière, il y a plein de conseils, il y a plein d'idées intéressantes, il y a des clichés, voilà, il y a des propositions de comment est-ce qu'on fait en sorte que tous les joueurs participent à cette création d'histoire. Il y a des conseils et des astuces, des petits infos supplémentaires pour réaliser des courses-poursuites. On parle voilà, de quel stéréotype choisir selon quel type de film on veut faire, de comment bien utiliser le script, comment mettre plein la vue à nos joueurs, d'écrire, être imprévisible. On a une partie qui propose d'avoir des fiches de repérage, et en fait c'est des fiches de repérage qui vont essayer de driver un peu nos joueurs autour de la table. On leur donne ces fiches à certains moments de la partie ou même en début de partie, et leur but ça va être de remplir des conditions pour obtenir des bonus, et ça fait que ça va permettre d'orienter un peu. Par exemple, il y a une fiche de repérage, si je prends la première ici là, donc requis, le premier rôle vient de rencontrer un autre acteur, réplique, c'est un exemple de réplique qui pourrait dire je ne vous connais que depuis 3 minutes mais il me faudrait 3 semaines pour énumérer tout ce que je n'aime pas chez vous, et récompense, il arrive à avoir un peu cette façon, cette attitude, cette réplique qui va dire il aura plus un point de cran pour la prochaine action destinée à sauver ou protéger le destinataire de cette réplique. Donc c'est plein de petites fiches qui pourraient permettre de driver un peu et de dire ok bah toi tel personnage, il faudrait qu'à un moment du film tu arrives à dire telle réplique ou à te comporter de telle façon vis-à-vis de un autre personnage joueur autour de la table, ou vis-à-vis d'un premier rôle d'un acteur du film, d'un PNJ important, et ça permet un peu d'avoir des incitations à aller dans une certaine direction pour garder une cohérence dans la réalisation du film, on va dire. Après, on a quelques clarifications, des compléments, des infos sur les intensités des scènes, les effets de blessure, des exemples,
pas mal d'exemples, voilà. Et après, on a facilement, je crois, une trentaine ou une quarantaine de pages où en fait, voilà, on a toutes les infos, on est parti. Comment est-ce qu'on va créer notre scénario? Et là, on a plein de tables où on peut lancer un D6, deux D6 et qui vont nous donner des pistes pour créer un scénario à la volée. Donc par exemple, les enjeux, action, je fais 2, hop, venger ou sauver le MacGuffin. Ensuite, je lance un deuxième D6. Quel est le MacGuffin? 3, c'est un objet, voilà. 2D6, quel est le twist? Les acteurs, qui est le grand méchant? Qui sont les seconds couteaux? C'est plein de tables comme ça qui permettent en 5-10 minutes de tirer des trucs, d'avoir des idées et d'avoir une idée de scénario un peu sur le pouce. Après, on parle des antagonistes un peu plus forts. Comment créer des antagonistes, sachant que ici, dans la façon de proposer les choses, quand on crée le grand antagoniste du film, on va lui donner des coups de pouce, il va avoir des scores en cran et en script, mais on va aussi lui donner plein de coups de pouce différents. Cette partie-là peut être un petit peu compliquée à gérer, puisque ça veut dire plein de petites compétences que l'antagoniste pourrait utiliser. Donc ça voudrait dire que le MJ, le réalisateur, doit se rappeler des règles de tous ces coups de pouce là. À la place, je sais plus, vers page 20 ou 30, quelque chose comme ça, il y a une proposition qui dit à la place des coups de pouce, si votre antagoniste devait avoir, je sais pas moi, 12 coups de pouce, et ben donnez-lui simplement une réserve de 12 dés, c'est des dés qu'il ne peut utiliser qu'une fois dans tout le film, et ça lui fait des boosts à certains moments, et donc c'est une réserve où vous pouvez piocher dedans pour à certains moments être sûr que votre antagoniste l'emporte ou mettre des bâtons dans les roues aux joueurs. Moi, je préfère cette deuxième solution qui est peut-être un petit peu plus simple que de gérer plein de règles spéciales pour les ennemis. Après, il y a voilà, des conseils de lieu de tournage, de façon de présenter les choses, des listes d'organisation et de grands méchants, des propositions de PNJ avec différentes ambiances, et après on rentre dans les scénarios. Et les scénarios, là, bah, on a 150 pages, je sais pas, enfin, voilà, on a plein de trucs. Ça, c'est la fiche de personnage à droite. La fiche de personnage, à quoi elle ressemble. Donc en fait, on a simplement voilà, quel est notre acteur, quel est son stéréotype et son adjectif, quel est son niveau de popularité, son cran, son script, des notes supplémentaires, notamment par exemple, ça peut être un espace pour noter les noms des autres personnages. À droite, on va pouvoir suivre nos blessures. On a une table qui rappelle nos dés bonus ou malus selon le niveau, l'intensité de la scène et si notre action est spectaculaire ou non. Et après, on a des espaces avec tous les coups de pouce standards, on peut mettre un nombre de cases, on peut cocher un nombre de cases disponibles et un nombre de cases qu'on utilise. Et on peut noter des capacités spéciales, des défauts, etc. etc. C'est une fiche qui tient sur un A4 recto, qui est très très simple. Et comme vous l'avez vu avec mes explications, ce sont des règles très très simples qui ne demandent pas beaucoup de choses. Si je retombe sur la table des matières, on le voit, hein, il y a on va dire 40 pages de règles si on prend en compte le fait qu'il y a une vingtaine de pages de stéréotypes et d'adjectifs. Ensuite, il y a 15-20 pages de conseils. Ensuite, il y a 25 pages d'aide à la création de scénarios. Et ensuite, de 96 à 218, il y a bien 120 pages découpées en 8 scénarios. Voilà pour Ultime Vengeance 3D. Comme je le disais, moi j'ai pas beaucoup testé ce jeu, hein. J'ai été une fois joueur et là je viens de préparer une partie que je vais bientôt faire jouer en tant que réalisateur, en tant que MJ. Donc je sais pas encore trop ce que j'en pense, mais dans l'idée à la lecture, je trouve ça plutôt chouette. Le bouquin est bien mis en page, on aime ou on n'aime pas les images comme ça et la mise en page comme ça, mais globalement ça se lit bien. Les règles sont plutôt claires, plutôt simples d'utilisation. Je pense que c'est pas un jeu de rôle sur lequel on va jouer des dizaines et des dizaines d'heures et sur lequel on va faire des longues campagnes. Ça m'étonnerait, ou alors il faudrait vraiment trouver le bon groupe de joueurs et la bonne dynamique. Mais par contre, à mon avis, c'est un bon système pour des petites parties de 2-3 heures sur le pouce, où on se marre bien, où on sait qu'il n'y a pas de gros enjeux, et où on va se concentrer sur des actions épiques, de la bonne rigolade, des descriptions, voilà. Donc pour moi c'est une bonne découverte, j'avais bien aimé ma partie test et c'est pour ça que j'ai participé au financement participatif et je voulais prendre cette occasion pour en parler rapidement sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez ce jeu ou pas et si à la présentation comme ça vous intéresse. Si vous avez d'autres idées de jeux de rôle que vous aimeriez me faire découvrir pour que je les présente peut-être sur cette chaîne, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu et vous dis à bientôt.